Salut tout le monde, bienvenue au balado d'avant-match des Alouettes de Montréal, le podcast pre-game. Mon nom est Joey Alfieri et aujourd'hui, on a une émission très chargée. What's up, everybody? Welcome to the pre-game podcast. It's the official pre-game show of the Montreal Alouettes, available for download the day before every game, home or away. We'll be here. We'll be talking to the players. It's a bilingual show as always. We typically start in French and then we finish off strong in English. On a une émission chargée, comme j'ai mentionné. On parlera au spécialiste des longues remises qui entame sa deuxième saison avec les Alouettes. Monsieur Louis-Philippe Bourassa va joindre à nous assez rapidement. Et en anglais, on va parler au demi-offensif partant des Alouettes, Walter Fletcher. So just to give you a quick rundown before we get into some analysis here, we do have some we do have some interviews, of course, like we're always going to do. And we will be speaking to Louis-Philippe Bourassa in French, and then we'll move over to the English portion of the podcast. And that's when we will talk to Mr. Walter Fletcher, who is, I guess, officially the starting running back for the Montreal Alouettes. Been a patient guy. He's waited a couple of seasons for his opportunity. And now he's finally got it after an intense battle in training camp where, different running backs were brought in from around the league and from free agency in terms of guys who were released from the NFL or guys who finished their NCAA schooling. So it's all said and done. I think it's going to be a three-headed monster, but Walter Fletcher is atop the depth chart for the Montreal Alouettes going into week one against the Winnipeg Blue Bombers. So Anglos, stay tuned. We're coming up. We'll be we'll hear from Louis-Philippe Bourassa, like I mentioned, but we're going to jump back into French right now, but we will come back and do some analysis in English. OK. Donc, avant de parler, de passer à l'entrevue avec Louis-Philippe, j'aimerais juste regarder ce qu'on a sur la charte des positions lors de la semaine 1 pour les Alouettes de Montréal. Évidemment, écoute, c'est un test incroyable. C'est les champions de l'Ouest en titre. Et là-bas, jouer à Winnipeg, écoute, c'est un des stades avant de prendre ce job-là avec les Alouettes en février 2022. C'est un des stades que je n'avais pas visité. Et moi, j'ai un peu d'expérience en médias, en radio et en TV. Donc, il y avait une couple de stades où j'ai été en tant que travailleur, évidemment, mais en tant que partisan aussi. Mais celui-là est impressionnant. Premièrement, le stade est beau. Il est très beau. Il est dans le top 3 pour moi de la Ligue. Je pense que Saskatchewan est quand même numéro un. J'aime beaucoup BC, mais peut-être c'est plus l'endroit que j'aime à Vancouver et Winnipeg est là aussi. Donc, ils sont dans le top 3 sur la route à visiter, mais la foule est très bruyante. C'est une foule qui est passionnée. C'est une foule qui sont confiants en leur équipe et en leurs moyens. Donc, tu sais, c'est jamais facile d'aller à Winnipeg et gagner ce match-là. Là, depuis que je suis là, les Alouettes ont gagné un match en double prolongation en 2022 et ils se sont fait, ben, je ne veux pas dire défoncer, mais oui, ils se sont fait défoncer l'an passé au mois d'août, si je ne me trompe pas. Mais c'était plus la deuxième demi où tout s'est écroulé parce qu'en première mi-temps, vous allez vous souvenir peut-être que Tyrell Richards, et Marc-Antoine Dequoy ont tous les deux réussi des interceptions, ont marqué des touchés sur des interceptions. Donc c'est ça. Donc, quand même, ce match-là était serré à la mi-temps, mais malheureusement, les Alouettes ont alloué, si je ne me trompe pas, plus de 40 points, même peut-être plus que 50 points. Ça fait tellement mal, je ne veux même pas aller sur Google pour checker le score final de l'année passée. Mais là, tu sais, on va voir ce que ça va donner. On va voir. C'est sûr que peut-être que c'est un match revanche pour les Blue Bombers. Pour les Alouettes, je sais que le coach Jason Moss est clair que absolument pas. Il n'y a pas, il y a aucune personne dans l'entourage de l'équipe qui va dire ah oui, OK, écoutez, on est champion en titre. L'année passée, c'est l'année passée. C'est une formation différente.
Donc, je pense pas que ça sera un rematch, comme on dit en bon québécois. Ça va être vraiment une nouvelle année, une nouvelle équipe. C'est ça l'approche de Jason Moss et son équipe d'entraîneurs et ses joueurs aussi. Donc, écoutez, on regarde la formation en attaque. Ce qu'il y a une coupe de surprises, mais c'est pas des surprises, mais c'est juste plus les blessés, right? Le bloqueur à droite, Josh Donovan, fera ses débuts dans la Ligue canadienne de football parce que Jamar McGloster est blessé, ne sera pas de l'alignement partant, ne jouera pas. Donc, c'est Josh Donovan qui était sur l'équipe d'entraînement l'année passée, qui a terminé sur l'équipe d'entraînement l'an passé, a connu un bon camp. Donc, il allait être réserviste, mais McGloster est blessé. McGloster non disponible. Donc, ça veut dire que la ligne à l'attaque, c'est deux Américains, trois Canadiens, avec Callender et Donovan comme Américains. Et le stage, Lawrence et Gagnon sera le partant en avant de Christian Matt. Mais de ce qu'on a compris cette semaine, ce que Jason Moss a expliqué, c'est que c'est, et même Danny Machocha l'a mentionné en entrevue cette semaine, c'est c'est, tu sais, ça sera plus une rotation. C'est deux gars qui ont 30 et plus, et Christian, évidemment, je pense qu'il a 38. Mais je pense que les deux vont être partants tout au long de la saison. Je pense que ça va être une genre de rotation pour que les gars soient frais pour les séries éliminatoires et pour le stretch run en deuxième moitié de saison. Donc, je pense que c'est ça le plan. Pour le moment, c'est Gagnon, excuse-moi, qui est le partant. Et ça, c'est selon la charte des positions officielles des Alouettes. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est la ligne à l'attaque. Poste de receveur. Vraiment, pas aucune surprise. On a Phil Pott, on a Julian Grant, on a Cole Speaker, on a Tyler Snead. Ça, on le savait plus ou moins. Même avant le camp d'entraînement, on avait une idée que ça allait être ça. Mais les quatre ont connu vraiment un camp exceptionnel. Ils étaient tous très, très bons. Speaker était, les deux premières semaines, même la troisième semaine, il a été très, très bon pour un gars qui a commencé l'année l'an passé sur l'équipe d'entraînement. C'est quand même impressionnant de le voir performer, très constant au niveau des attrapés, de courir des bons tracés lors du camp d'entraînement. Donc, ça va être intéressant de voir si ces gars-là sont en mesure d'améliorer leurs chiffres de l'année passée. Mais ces quatre-là vont être partants et Charleston Rambo sera le partant aussi. Charleston Rambo, évidemment, c'est le nouveau venu. C'est lui qui va jouer la position de receveur X. Si vous ne savez pas c'est quoi le X, c'est l'ancienne position de Austin Mack. Donc, le X, c'est le receveur éloigné du côté court du terrain. Tu sais, il y a beaucoup d'actions là-bas aussi. Et, tu sais, de ce qu'on a vu de Rambo, écoute, ça a été vraiment impressionnant. Ça a été vraiment bon tout au long du camp d'entraînement. Et aussi lors du match intra-équipe, c'est lui qui a réussi la meilleure attrapée de la rencontre et il a quand même réussi des gros jeux dans les deux matchs pré-saison aussi. Donc, c'est Charleston Rambo, c'est mais c'est même pas une recrue, mais c'est la recrue à surveiller. C'est Austin Mack qui est une recrue, Charleston Rambo, c'est une recrue aussi. Mais j'ai hâte de voir. C'est que là, tu affrontes le meilleur des meilleurs et là, les autres équipes, ils savent ce que tu es capable de faire sur le terrain. Évidemment, il y a de la bande vidéo. Euh, sur les matchs pré-saison. Donc, ils peuvent se préparer pour Charleston Rambo. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Charleston Rambo a le numéro 14. Je sais qu'il avait le 76 lors du camp d'entraînement, mais Rambo va porter le 14 maintenant. À temps plein. Donc, c'est le numéro de Tevin Jones qui a été libéré lors du camp d'entraînement ou après le camp d'entraînement. Donc, Charleston Rambo et un des joueurs à surveiller en attaque. On regarde les demi-offensifs, on l'a mentionné. On va parler à Walter Fletcher dans une couple de minutes en anglais. Mais c'est lui le partant avec Jess Nantui et Sean Thomas Erlington. Donc, tu sais, je pense voir les trois à différents moments pendant le match en attaque.
On a déjà vu Antwi et Thomas Hurlington qui sont très, très bons, qui sont très, très utiles en tant que coureur, en tant que bloqueur, en tant que receveur. Donc, je pense que les trois vont jouer. Poste de centre arrière, on a, c'est pas deux nouveaux, mais David Dallaire était le réserviste à Justin Tuck l'an passé. Excuse-moi, James Tuck. Justin Tuck, c'est l'ancien des Giants. James Tuck et Dallaire étaient le réserviste. Et maintenant, on a Jacob Mason. Donc, c'est deux Canadiens, deux gars qui sont plus jeunes, deux choix au repêchage 2023. Je pense que Mason a été sélectionné en cinquième ronde. Il est un ancien des Marauders de McMaster. Il a fini la saison sur l'équipe réserve avec les Alouettes. Mais non, très bon joueur. Mais on va avec deux centres arrière, deux fullbacks jeunes. Je pense que Dallaire en a 23, 24, puis Mason n'est pas, pas loin de là non plus. Mais c'est deux gars avec qui n'ont pas nécessairement une tonne d'expérience, mais c'est les deux qu'on va utiliser. Et évidemment, poste de corps arrière, c'est Cody Fajardo, Caleb Evans et Davis Alexander. Les trois ont connu un excellent camp d'entraînement. Mais Evans a été particulièrement bon, Alexander aussi, mais Cody Fajardo, je veux juste le mentionner vite, vite, là, parce que c'est quand même le joueur le plus utile de la Coupe Grey, mais Cody Fajardo a été remarquable là. Lors du camp d'entraînement. On dirait que comparativement à l'an passé, où c'est sûr, c'est un nouvel endroit pour lui. C'est une nouvelle équipe, nouveaux joueurs, nouveaux coéquipiers. Euh, Même s'il connaissait Jason Moss, c'est beaucoup de nouveau pour Cody. Lui-même, il a dit il y a eu un peu de misère, ça a pris un peu de temps à s'ajuster à Montréal lors du camp d'entraînement à Trois-Rivières. Mais maintenant, écoute, il a connu un camp excellent, qui a été exceptionnel. C'est pas un gars qui a pris ça pour acquis, qu'il allait être le corps arrière partant. Il n'y avait aucun doute que ça allait être le corps partant, mais il est venu, il a connu un excellent camp d'entraînement. Donc, c'est ça qui est ça pour l'attaque. Niveau spécialiste, c'est pas mal ce qu'on s'attendait. C'est Joseph Zema qui va faire les bottées de dégagement. C'est David Côté qui va être le botteur, qui va faire les placements. James Letcher sera le retourneur, comme on l'a vu en fin de saison l'an passé, et Louis-Philippe Bourassa, qui, selon moi, est le meilleur spécialiste des longues remises de la Ligue, sera le spécialiste des longues remises. Évidemment, il sera à son poste. Alors, c'est le temps de parler à Louis-Philippe Bourassa. C'est une entrevue qui a été enregistrée après la pratique de mercredi, non, c'est pas vrai, de mardi après-midi. On a commencé l'entrevue par parler du camp d'entraînement et sa deuxième saison avec les Alouettes de Montréal. Voici Louis-Philippe Bourassa. Mais je pense que on a vu dans les deux premières pré-saisons, la chimie est déjà là. Je pense qu'on a vraiment une équipe qui est soudée solide déjà. Fait que c'est de bon augure là, pour le début de la saison. Puis, on a regardé, on a beaucoup de joueurs. On avait certaines questions à des positions. Puis je pense qu'il y a des joueurs aussi qui ont répondu à ces questions-là puis qui ont eu des grosses pré-saisons. Puis un gros camp d'entraînement. Fait que j'ai bien hâte de voir ça tout fusionner ensemble. Tu es un vétéran, mais deuxième camp d'entraînement en tant que membre des Alouettes, ça change-tu quelque chose? Es-tu plus à l'aise avec le monde ici? C'est sûr que c'est moins d'ajustement, je te dirais, parce que j'avais passé, comme tu as dit, les 6 dernières années à Ottawa. Fait que c'est sûr que tu es un peu conditionné d'une certaine manière. Tu fais partie des meubles là-bas, tu as ta routine, tout ça. Fait que ça a été un petit peu d'ajustement l'année passée, mais avec les visages familiers ici, ça a été quand même assez facile de transitionner. Puis c'est sûr que la deuxième année, c'est toujours plus facile. Tu as tes repères déjà, ta routine, puis tu connais mieux les gars aussi en général. Fait que non, c'est sûr que un petit peu plus confortable comme camp d'entraînement, le côté routine et tout ça, ouais, c'est sûr. Tu as plusieurs anciens coéquipiers avec l'Université de Montréal que tu rejoins ici. C'est qui est le plus drôle de la gang? Définitivement pas Frédéric Chagnon, qui est ici, juste à côté de nous, en fait. Es-tu correct avec ça, mon Fred? Oh, oui, ça me va. OK, good. J'aurais dit la même chose de lui. C'est parfait. Non, mais Frédéric est drôle à temps partiel. Sinon, écoute,
Pierre-Olivier Lestage puis moi, on a quand même des bons petits banter en bon français. Fait que ça, c'est pas mauvais du tout. Non, en général, je pense que pas mal tous les boys, on a le même sens de l'humour. Fait que c'est quand même le fun de pouvoir justement décompresser un peu des fois puis lâcher notre fou. Ouais. Je suis curieux, tu sais, l'an passé, ton teneur était Zima. Là, il y a Dallaire. Y a-tu quelque chose qui change pour le spécialiste avec ça? Comme les gars, ils aiment-tu avoir le ballon à la même place ou est-ce que ça change le placement du ballon? C'est quoi la plus grosse différence? Ben c'est sûr que c'est pas le même gabarit. On s'entend que Zima est un petit peu plus petit que Dallaire. Mais c'est sûr que c'est des façons de fonctionner différentes. Puis on s'entend que c'est une question de millimètres, une question de détail, surtout sur des bottées de placement. Fait que l'opération sur un botté de placement, là, c'est vraiment au millimètre près, comme je dis. Fait que c'est sûr que c'est de l'ajustement, oui. C'est des façons de fonctionner différentes. Fait que c'est sûr qu'il faut prendre pas mal de répétitions pour justement s'assurer que ça devienne un peu seconde nature puis que ça devienne automatique. Fait que oui, c'est de l'ajustement, mais en même temps, c'est sûr, certaines choses changent, mais au final, ça reste de la mettre à la même place parce que le cadrage optimal, je dirais, du ballon est pas mal toujours à la même place, peu importe qui est en arrière. Comment est-ce que tu es devenu spécialiste des longues remises? Ça, c'est une très bonne histoire. Accroche-toi. Ouais, c'est ça, accroche-toi. En fait, c'est au cégep. À ma deuxième année au cégep. Non, ma première année au cégep, en fait. Où ça? Au cégep de Trois-Rivières, les Diablos. Ben oui. Go Diablos. En fait, j'avais eu une entorse à la cheville. J'avais une botte de marche pour ma cheville. Puis, j'étais avec les blessés sur le sideline pendant le réchauffement. Puis, les gars, ils faisaient des longues remises justement sur le bord. Puis, je me suis dit, je vais essayer. C'est le même avec ma botte. Puis, je me mets en position, je fais un snap. Puis après, je sais pas moi, 5 minutes, j'étais littéralement devenu meilleur que celui qui faisait les remises dans l'équipe. Fait que le coach des unités spéciales, il m'a dit « Ouais, LP, tu nous as pas dit que tu faisais les snaps? » Je dis « Ben, je le savais pas avant aujourd'hui. » Et puis là, il m'a dit « Quand tu reviendras la semaine prochaine, si t'es en santé, là, tu sortiras d'avance avec les spécialistes, les batteurs, les snappers, puis on va voir que ça donne. » Puis finalement, on regarde ça à peu près 10-12 ans plus tard maintenant. Puis ça a été quand même judicieux comme petit passe-temps pendant que j'étais blessé. Ouais. Quelle position tu jouais avant? J'étais centre arrière, ailier rapproché, fait fullback tight end. Ouais. Puis j'ai joué au cégep à cette position-là, même à l'université aussi, je jouais à cette position-là. C'est vraiment professionnel où là, j'ai été repêché seulement pour faire les longues remises. Quand est-ce que... combien de temps ça a pris pour que tu sois à l'aise que le spécialiste, quand les longues remises étaient automatiques, c'était parfaitement dans les mains des botteurs ou des... Quand est-ce que c'est rendu parfait? C'est jamais parfait. Non, mais t'es le meilleur de la ligue, là, on se comprend. Oh, merci. Non, mais pour vrai, t'es fin. Ouais, juste aujourd'hui. Non, mais tu sais, c'est toujours un constant travail en évolution. C'est sûr que quand tu atteins une certaine constance, je te dirais qu'il fait que tu atteins un certain niveau, oui, mais tu sais, c'est jamais parfait. C'est peut-être moi qui est trop critique, mais honnêtement, tu sais, c'est jamais 100%. Ça pourrait toujours être mieux, si ça. Mais en fait, peut-être que pour moi, ça a été pas mal deuxième année de l'université, peut-être, troisième année de l'université, où là, vraiment, tu sais, je suis comme tombé dans un certain rythme, un certain groove, puis que j'étais confortable dans mon stance, tu sais, avec le ballon dans les mains tout le temps, de me sentir de la même façon, tout ça, puis vraiment d'avoir la constance aussi, de voir que le ballon était toujours à la même place, la spirale aussi. Fait que non, je te dirais, ça a été pas mal là. Puis après ça, ben, tu sais, c'est de travailler sur les détails parce que justement, comme je dis, le travail n'est jamais terminé, puis c'est vraiment tout le temps de peaufiner le plus de détails possible pour tout le temps progresser année après année, en fait. Là. Je sais que Alex Gagné est capable de faire des longues remises, Fred Chagnon aussi, il y en a une couple d'autres. Qui, selon toi, serait le pire joueur dans votre équipe à faire des longues remises? Ouh! Mais t'as des O-line qui l'ont déjà fait. Ben, j'aurais dit Tyler Snead là, parce que je le vois là, peut-être juste par gabarit, parce qu'il faut être sur la ligne aussi puis bloqué. Fait que je l'ai devant moi, fait que je dirais ça. Peut-être Tyler Snead. OK. Donne-moi ta meilleure histoire sur Danny Machocha que j'ai jamais entendue à l'Université de Montréal. Plus drôle que tu peux raconter sans te faire mettre dans le trouble puis sans me faire mettre dans le trouble. Je sais pas si je peux dire ça. Mais de quoi m'a donné une histoire une fois de Danny offrait toujours de la lasagne. Oui, ben c'est ça.
C'est à un moment donné, on jouait une game à Sherbrooke, puis on dormait la veille à Sherbrooke parce que c'était une game à 1 heure l'après-midi le lendemain. Ouais. Puis le matin, en fait, c'était de la lasagne puis des boulettes de viande comme brunch. Fait que les gars, ça a été lourd un peu. Il y a eu beaucoup de gars qui ont utilisé les poubelles dans le vestiaire une fois rendu là après le warm-up. Ça n'a pas passé bien. Puis Danny, il avait remarqué que il restait beaucoup de lasagne et de boulettes. Puis il avait dit « Hey les gars, si vous voulez, il reste lasagne. » C'est ça. Finalement, pour le match contre les Bombers, on parle souvent de l'attaque de silent count. C'est-tu la même chose pour les unités spéciales aussi? Et pour toi, ta job, c'est top de comprendre, d'entendre ce qui se passe sur le terrain, j'imagine, là-bas. Comment est-ce que tu gères tout ça? C'est sûr que c'est bruyant, mais on a besoin de nos cadences, tout ça. Fait que oui, des fois, on va peut-être y aller avec les comptes silencieux, tout ça, mais nous, ça change rien. Faut juste que gagner, crier un petit peu plus fort, c'est calls. Puis sinon, sur les placements aussi, c'est un peu le même principe. Tu sais, moi, je vois le teneur, fait que c'est un peu plus facile aussi de voir le cue pour snapper le ballon. Fait que non, c'est sûr que c'est de faire abstraction de ça, parce que des fois, ça peut être une distraction, on s'entend. Mais non, c'est pas quelque chose qui change grand-chose pour nous, à part de vraiment être attentif, puis peut-être monter le niveau de focus d'un cran, justement, pour s'assurer qu'on laisse rien au hasard dans ce temps-là, puis qu'on entend tout. Merci, LP. All right, merci à toi. Bon, merci encore une fois à LP qui a été assez généreux avec son temps. OK, c'est le moment. On va parler de la défensive. Mais avant de faire ça, on va écouter les propos de Walter Fletcher. On va passer en anglais. So we've got, we're going to go through the defense in English. We just went through the offense. If you didn't catch it, the big injury is to Jamar McGloster at right tackle. He's going to be out. Josh Donovan will make his first start. And then no surprise, I think everybody's heard of Charleston Rambo by now. He's wearing number 14. He will start at wide receiver for the Montreal Alouettes with the usual cast of characters. We'll get to Walter Fletcher in just a second. Just wanted to go through the injuries on defense as well. And I know there's been a lot of questions about, just before we transition to defense, Reggie White Jr. Well, Reggie White Jr. was placed on the 6-game injured list, didn't practice all week because of a rib injury. So he's going to be out of commission for what looks like 6 weeks. He could be pulled off the 6-game injured list, but he is on the 6-game injured list for now. All right, on defense. We've got Dylan Wynn, who will be out of the lineup. Brock Goenlock as well. Those two guys are out. We've got Arthur Hamlin, Wes Sutton, who will be on the 6-game injured list. So the two defensive backs will be on the 6-game. The two defensive linemen, Gowenlock and Dylan Wynn, will be on the 1-game injured list. So they could return for next week's game in Edmonton. But look, obviously, Hamlin was going to play a depth role as the backup safety behind Marc-Antoine Dequoy. But, that'll put a wrench into their plans. You look at what the Alouettes have here on defense. I think there's a lot of depth at linebacker. And if you look at the depth chart, there's no backup to Marc-Antoine Dequoy. I know last year was primarily Zach Lindley and Tyson Copeland, who served as the backups to Dequoy. You'll see that that might be weird for you that there's not going to be any backup to Marc-Antoine. But I think if you just look at the depth at linebacker, I think that's where everything will kind of play out. And of course, the Owls are actually dressing a couple of backup DBs as well in Crevon LeBlanc and Bryce Cosby. So that's possibility as well. But those are newcomers to the league. I don't see those guys playing safety. But I think, with an injury, this is just my opinion. I think with an injury, hopefully it doesn't happen. But if there's ever a shakeup that needs to happen at safety, I think you'd probably see Tyrese Beverett go back there. And then Tyrell Richards would slide in to the starting will linebacker spot. And then when the Alouettes want to go to a 3-4 defense, which is 3 defensive linemen and 4 linebackers, I think Quentin Arcou would probably just slide in to that 4th linebacker spot next to Sankey. And that's what we're looking at. So basically what we've got right now is we've got Isaac Adeyemi Berglund, no surprise there. He's starting at defensive end with a pair of former Calgary Stampeders. Derek Wigan is there as well.
He'll start at defensive tackle. So there's another Canadian there. Mustafa Johnson, who's really, elevated his game to a point where I think he's a superstar now, and I think he's the best interior defensive lineman in the league. He's available. He's available and ready to play. So he will start at defensive tackle. And another fellow rookie, a former Green Bay Packer, Antonio Moultrie, who wears number 99, will back up the defensive tackles. Sean Lemon and Avery Ellis are available at defensive end as well. So I would expect a three-man rotation at both defensive end and defensive tackle between those guys. The linebackers, like we said, Beverett, Sankey, and Stubblefield, they will be in the starting lineup. And then in the secondary, you have Nafis Lyon, who will start on the boundary corner spot. You have Deontay Ruffin, who played the boundary corner spot in the Grey Cup, but he'll play the boundary DB spot in place of Wesley Sutton. We mentioned Marc-Antoine Dequoy at safety. Najee Murray, nice to see him back in the lineup as well. He'll play the spot vacated by Ciante Evans, the field side defensive back. Ciante Evans, of course, who signed with the BC Lions. So Najee Murray's playing DB. And then Kebion Ento, who's one of the heroes of the Grey Cup, will play the wide side of the field, that corner. That's where he played all of last season, and that's where he excelled really in the second half of the year. He took off. So, if you look at the defense, it's not intact from last year. You have some shuffling around in the secondary with Lyon, Ruffin, and Murray playing different roles. Of course, Lyon got hurt the first game of last year, tore up his knee. And didn't play the rest of the year. Najee Murray played, I think it was 6 games before suffering what I believe was a torn bicep at home against Calgary in late July. So he's back. So I believe he's the longest serving Alouette on defense. But he's a guy who's been around for a really long time. So Najee Murray can cover, he can play. So not overly worried about that. But that's how the Alouettes are lining up in Winnipeg. And it's never an easy place to play. I mean, Winnipeg, passionate fan base. They do make a lot of noise. It'll be interesting to see, for the offense from that perspective. First week, you have to go play on the silent count because you're not going to be able to hear a thing with those cowbells, which is ironic because people in Winnipeg complain that people in Montreal use air horns for artificial noise, but they use the cowbells really well in Winnipeg. But yeah, that's a story for a different day. But it's going to be an interesting challenge right out of the gate for the Alouettes because they're going to start in Winnipeg and then they end up going to Edmonton, who I know they were bad last year, and I know Montreal won in Edmonton last year and the year before that too, by the way. But if you look back, you start the first 2 games on the road and you got to go out west. It's not going to be an easy task. Of course, the game, I will remind you, is available on CFL Plus, on TSN, on RDS. You can listen to it on TSN 690 and on 98.5 in French. The game starts at 8:30, so make sure you sync up the podcast with the start time. So however long this podcast ends up being, you make sure that you budget enough time that you can listen to it before kickoff, and then once 8:30 hits, turn on the game and check it out. All right, it's time to welcome our next guest. This interview was recorded after Monday's practice in St. Leonard. And just a reminder that every practice is open to the public. It's at Stade Hébert in St. Leonard, right next to Roberto Luongo Arena. So, in and around Montreal, there's some, lovely stands. It's a lovely place. And the schedule for the Alouettes practices is available on the website. Every week we'll update it as soon as we get the latest info there. So feel free to come by and take in practice. I think you'll be impressed by how close to the action you're going to be. But after Monday's practice, I had the opportunity to speak to starting running back Walter Fletcher, who's been patiently waiting for his turn. We started the interview off by asking him just how the training camp battle went. Oh, it was a great battle. The coaches did a great job, and the scouting department did a great job finding talent. I thought we all pushed each other in camp. I thought we all showed flashes in different areas. But at the end of the day, coaches want to build that trust in, 1 to 2 to 3 guys. And, luckily, I shared the backfield with Jeshron and Sean. So I'm looking forward to the year. Like I said, it was a great battle, and I think we're all excited.
You have, working with those two Canadian dudes you mentioned. What'd you pick up about those guys in particular? I know you've known Jesh for a while, but maybe with Sean Thomas Erlington. Sean's a vet. He's been in this league for a long time. I think 8 years now. So he's brought a lot to the table. His experiences, different clues and nuances of the game that maybe I didn't know. Someone that a vet of that many years has learned over the years. So just his presence has helped us a lot in the room. And like I said, he helps me tremendously. I help him in different areas as well, and I think it's going to be a good run. I'm curious, who's your favorite running back growing up? Like, who'd you look up to? I would say Le'Veon Bell. Okay. I'll say in the future or later years, but earlier was LaDainian Tomlinson. I wore 21 through Little League and high school, so that number's always stuck with me. He's a versatile guy. I remember he led the NFL in touchdowns with 30, so just seeing a guy that gets in the end zone that makes plays consistently, you look up to that, and that's what I model my game after. What specific aspects do you model your game after? Like, what does he do at such a high level that you're like, ooh, let me try to sample that? Like I said, just for the end zone and just to make plays. I think coaches want a guy they can count on, that can make plays and extend drives. And like I said, someone that gets the ball in the end zone 30 times, you just know that when he gets the ball in his hands, it's special, and he's someone you can count on. I'm curious, do you prepare, I'm assuming any differently you don't, but are you ready mentally for the workload that comes with being the featured back, and how challenging do you anticipate that'll be? Like, what's the most amount of carries you feel you've had in a year, even in school? Yeah. In college, I had 33. In the CFL, my rookie year, I had about 19 or 20 against SAS my first year. So, like I said, I'm used to that in college. I was the number one back. Like I said, I averaged about 24 to 25 carries a game. So I'm used to the workload. But, on the professional level, in the CFL especially, the speed of the game, high-tempo offenses, part of the mental side is also being in shape physically, like you said, as you mentioned before. So for me, it's just about, staying in the film room, staying in the weight room, being able to carry that load, being available. Coach Moss likes availability. So for me, it's more just the weight room, film study, and just to do the things that I've done the last 4 years to stay in this league. I'm curious, how much do you work out in season? Because I feel like you guys probably you get your workouts in here a couple hours a day. Like, how much will you work out in season? I'm trying to at least two times a week. Wow. My goal is 3, especially those off days, even when you're sore and nicked up a bit, you want to stay in the weight room. I came into camp a little heavier this year, so for me, I want to keep a little bit of that weight. Obviously, with the temperatures and post-training camp with the season, you're going to lose a couple pounds, but for me, it's about maintaining that weight. So just making sure I'm eating right, staying in the weight room, and, bringing that physical side I haven't shown yet. What's that Montreal meal that gets you, though? That one that it has you a hard time, it's hard to eat right? Oh, man, hard to eat right? Honestly, I would say just a good breakfast platter, man. Oh, yeah? Sausage, eggs, potatoes, French toast. Like, I used to hate breakfast food, man, but I don't know, recently in Montreal, La Fleur, I think that's how you say it. That place has me in a chokehold right now, so. Which one? La Fleur, you said? Is it La Fleur? La Fleur? La Fleur? I'm not sure. L''OU. Oh, Le Frier. Le Frier. Oh, yeah. Yes, that's my favorite spot. So, off day, I definitely either go there or order it to the crib. So. Oh, really? Okay, so you get like that plate with the pancakes or the French toast and the eggs and all that stuff? Eggs, potatoes, sausage. I know I need to lay off of it, but right now, that's my go-to right now. I would say a good breakfast platter. I think with the amount of steps and workouts you get in, I think you can allow yourself, every once in a while, no? Like, how often will you do that? Like, once a week? Yeah, I would say like once a week, honestly. I know last year it was kind of twice a week, but this year, now I'm actually, on the field a little bit more. I have to really lock in, man, and get to accomplish the goals that I want. So once a week for sure. You track your steps on a practice day? Like, do you have any idea how many steps you take? I'm not too sure. I want to wear my Apple Watch, but I saw Reggie White just actually broke his during camp, so it kind of took me back a little bit to do it, but I actually want to start doing it, honestly. What do you do when you get out of the facility and whatnot? Like, what's a typical, like today after practice, it's day 2, you're done. Like, what's a typical evening for you? Like I said, after practice I usually go get a lift in, and then I watch film with Jeshron. But as far as going home, I call my parents, call my dad. He'll text me probably right now how to go. That's his go-to, so he'll text me, so I'll call my pop for a little bit. Then I'll wind down, watch practice, go over the install. We install plays every day. So I'll go over the install for the day, practice corrections, and I'll just kind of relax a bit, listen to some music, and just chill. I'm a very laid-back person, kind of like my alone time. So I said just music and just chilling, man. I don't have a TV in my crib. I did that on purpose, yeah. Okay. I really want to focus this first month of the season, then I would probably get it shipped in from the crib or drive home during the bye week. So I told myself no TV, really focus on film and try to get this thing going the right way. No TV? No TV, man. No Netflix? You're going to turn on the film? Yeah, I got a laptop, iPad, of course. But, yeah, no TV right now. No video games, nothing like that. Just want to really lock into the football season. Sorry. Yeah, no, that's good. I'm curious. So
start the season on the road, 2 games. How tough of a task is that, and how frustrating is it that you got to wait 3 weeks to get home? Yeah, I know. Grey Cup champs, man. Yeah. You want that home opener, especially the ring ceremony 3 weeks into the season. Kind of want to start the season off on the right note with the fans, because we owe them that. These are best fans in the leagues, hands down. So just that alone is kind of that extra fuel. But it's kind of what you want. You know what I mean? I feel like we're one of the best teams in the league, if not the best team. We feel that wholeheartedly. But at the end of the day, we have to showcase our talent on the road and get this win in a hostile environment. Yeah, you've played Winnipeg before. I'm just curious what you make of that environment, because it is pretty crazy. Yeah, it is loud, man, especially someone that's new to CFL. But for me, being there a few years now, it's definitely loud. Communication is key. That's a C word Coach Miles always talks about, is communication. So got to communicate with the guys and make sure we're on the same page and do what we do, man. Let's make plays and win. Thanks, Fletcher. Thank you. Appreciate you, Joe. Thanks again to Walter Fletcher and Louis-Philippe Bourassa, who joined us on the French portion of the pregame show. C'est tout le temps qu'on a pour cette semaine. Encore une fois, c'est Blue Bombers, Alouettes de Winnipeg, le 6 juin 2024. Le nom du stade a changé, c'est plus IG Field, c'est Princess Auto Stadium à Winnipeg, Manitoba. Donc, ça va être une foule intense. Le match devrait être spectaculaire, exactement comme ce qu'on a vu à la Coupe Grey. Mais si c'est à sens unique du bord des Alouettes, moi, je suis correct avec ça. Si le match est terminé à la mi-temps, là, parce que c'est 41-0 pour les Alouettes, moi, ça fait mon affaire. Je ne suis pas inquiet avec ça. Mais le match commence à 20h30, heure de l'Est. Et elle est disponible sur RDS, TSN, le 98.5 à la radio et TSN Radio aussi. Donc, bon match tout le monde, bonne semaine et on se recroise dans une semaine.